Vous êtes-vous déjà retrouvé au printemps, au milieu de votre potager, les mains pleines de sachets de graines, mais un vide total dans la tête? Où diable planter ces tomates? Vont-elles gêner les concombres? Et pourquoi rien n'a poussé l'an dernier sur cette planche? Si ça vous dit quelque chose, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Le chaos est l'ennemi juré du jardinier. Mais aujourd'hui, on tourne la page. Je vais vous révéler mon propre plan de potager annuel, une méthode éprouvée au fil des ans. Ce n'est pas une simple liste d'achats, c'est une véritable stratégie. Nous allons transformer votre parcelle en une machine parfaitement huilée, où chaque centimètre carré de terre travaille pour la récolte. Vous verrez comment un simple schéma peut vous épargner des semaines de travail éreintant et même doubler la quantité de vos légumes. Prêts à mettre de l'ordre une bonne fois pour toutes? Alors, on y va. Mais pourquoi planifier? Au juste? Après tout, on a la terre, on a la bêche, il suffirait de creuser et de semer. Sauf que le potager est un organisme vivant et complexe. Mon grand-père disait toujours « Réfléchis bien 7 fois avant de planter une seule fois ». Quand j'ai commencé, j'ai ignoré cette règle. J'ai planté uniquement à l'intuition. Le résultat? Les tomates malades à cause de l'ombre, les choux dévorés par les nuisibles et les pommes de terre qui ne dépassaient pas la taille d'un petit pois. Je perdais mon temps, mon argent et mes nerfs. Planifier, c'est comprendre les ressources de votre parcelle. C'est savoir où le soleil se lève et se couche, où l'eau stagne, et surtout, quelle est la nature de votre sol. Sans ces fondations, même les engrais les plus chers et les semences les plus rares ne donneront rien. Aujourd'hui, nous allons passer de la feuille blanche à une carte détaillée, qui sera votre feuille de route pour toute la saison. C'est la base. Sans elle, le succès n'est que pure chance. La première étape de toute bonne planification de jardin est la carte d'ensoleillement. Les plantes ont besoin de lumière pour vivre, et sans elle, la photosynthèse ne fonctionne pas. C'est pourquoi il faut vous munir d'un carnet et vous rendre dans votre potager par une journée ensoleillée. Votre objectif est de comprendre le mouvement des ombres. Observez votre terrain le matin, à midi, puis en fin d'après-midi. Où le soleil brille-t-il toute la journée? C'est la zone idéale pour les légumes-fruits qui adorent la chaleur. Tomates, poivrons, aubergines et pastèques. Ils ont besoin d'au moins 6 à 8 heures de soleil direct. Où l'ombre arrive-t-elle juste après le déjeuner? C'est parfait pour les plantes qui préfèrent la mi-ombre, comme les concombres, les courgettes, les citrouilles et les haricots. Et les emplacements qui reçoivent peu de soleil, mais qui restent lumineux? C'est l'endroit idéal pour les légumes-feuilles, les herbes aromatiques, les salades, l'oseille ou les oignons verts. N'oubliez pas de prendre en compte l'effet des arbres et des structures permanentes. Gardez en tête qu'en été, le soleil est plus haut. Les ombres sont donc plus courtes qu'au printemps ou à l'automne. Dessinez le plan de votre jardin et assurez les zones plein soleil, mi-ombre et ombre totale. Cette méthode évitera à vos cultures gourmandes en lumière de s'étioler ou de souffrir de carences et protégera celles qui préfèrent l'ombre contre les coups de soleil. Le deuxième pilier d'une bonne récolte, c'est le sol. Vous ne pouvez pas simplement espérer qu'elle est de bonne qualité. Il faut en avoir le cœur net. Faites un test tout simple. Prenez une poignée de terre humide et essayez d'en former un petit boudin. Si ce boudin s'effrite, vous avez affaire à du sable. L'eau et les nutriments n'y sont pas retenus. Dans ce cas, il faut incorporer beaucoup de matière organique, de la tourbe ou de l'argile. Si, au contraire, le boudin roule facilement en un anneau dense et ne se fissure pas, c'est de l'argile. Elle est riche en nutriments, mais elle est très lourde. Les racines peuvent y étouffer et l'eau a tendance à stagner. Il faudra l'alléger en ajoutant du sable ou de la sciure pour améliorer l'aération. Et le point le plus important, l'acidité ou le pH. Achetez de simples bandelettes de test dans une jardinerie. La plupart des légumes préfèrent un sol neutre. Si la bandelette vire au rouge,
Cela signifie que la terre est acide. Il faudra alors incorporer, à l'automne ou au début du printemps, de la dolomie ou de la cendre de bois. Sans cette correction, le chou sera victime de la hernie du chou et vos betteraves ne seront pas sucrées. Connaître votre terre, c'est déjà la moitié du chemin vers la réussite. Passons maintenant à l'aménagement du potager. Comment allez-vous planter? En ligne classique directement sur le sol fraîchement bêché? Ou préférez-vous créer des planches de culture permanentes? Personnellement, je vote pour les planches de culture permanentes. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ne piétinez plus la terre à l'endroit où poussent les racines. Votre sol restera ainsi meuble, aéré et vivant. La largeur optimale de ces planches est de 60 à 90 cm. De cette façon, vous atteindrez facilement le milieu depuis n'importe quel côté sans avoir à marcher dessus. Les allées entre les planches doivent être suffisamment larges. Prévoyez un minimum de 40 à 50 cm. Ne soyez pas avare d'espace. Vous devrez y circuler avec des arrosoirs, des seaux, et peut-être même y faire passer la brouette. Si vous créez des passages trop étroits, dès le milieu de l'été, lorsque le feuillage sera bien développé, vous ne pourrez plus vous frayer un chemin dans cette jungle. Idéalement, orientez vos planches du nord au sud. De cette façon, les plantes ne se masqueront pas les unes les autres, surtout en début et en fin de journée. Dessinez le plan de ces planches sur votre schéma global. C'est l'ossature essentielle de votre futur potager. Quand on débute, le terme qui fait peur, c'est la rotation des cultures. Pourtant, c'est très simple à comprendre. Imagine que tu ailles au restaurant et que tu manges des pâtes tous les jours. Non seulement tu vas vite t'en lasser, mais en plus, ton corps n'aura pas tous les nutriments nécessaires. C'est pareil pour les plantes. Elles ont besoin d'une alimentation variée. Certaines épuisent l'azote du sol, tandis que d'autres puisent le potassium. Si tu cultives le même légume, disons du chou, au même endroit pendant 5 ans, la terre va s'épuiser. Mais ce n'est pas tout. Le problème, c'est que les parasites et les maladies spécifiques à cette plante vont s'accumuler dans le sol. Tu as replanté des pommes de terre après des pommes de terre? Attends-toi à une double ration de doryphore et de mildiou? La règle d'or est simple. Ne ramène jamais une culture au même endroit avant 3 ou 4 ans. Pour t'y retrouver, divise tes légumes en 4 familles. Les légumes feuilles, les légumes fruits, les légumes racines et les légumineuses. Et fais-les simplement tourner d'une parcelle à l'autre chaque année. C'est la base pour garantir la santé de ton potager. Parlons plus en détail de la rotation des cultures. Quel est le bon enchaînement? Bien sûr, il y a la vieille règle des racines et des feuilles, mais honnêtement, l'approche scientifique est beaucoup plus sûre. Nous commençons le cycle avec les cultures les plus exigeantes ou gourmandes. Ce sont les choux, les citrouilles, les concombres et les courgettes. Elles ont besoin d'énormément d'azote et de matière organique. C'est sous elles que nous apportons le fumier ou le compost. L'année suivante, sur cette même parcelle, nous plantons les cultures qui se contentent des restes, comme les tomates, les poivrons, les aubergines ou les pommes de terre. Elles vont simplement utiliser les nutriments qui sont restés dans le sol. Dès la 3e année, la terre est légèrement fatiguée. C'est le moment idéal pour les légumes racines, les carottes, les betteraves ou les oignons. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'azote. Au contraire, un excès les ferait pourrir ou les ferait se dédoubler. Et enfin, la 4e année, nous introduisons les légumineuses, les pois, les haricots ou les fèves. Ces plantes sont de véritables magiciennes. Non seulement elles sont peu exigeantes, mais elles fixent aussi l'azote dans le sol grâce aux bactéries présentes sur leurs racines. Elles régénèrent ainsi la terre pour le prochain cycle. Notez bien cet ordre, car cette séquence est la garantie d'un jardin productif. Passons maintenant à la magie des associations de culture. Les plantes sont capables de se lier d'amitié et de s'entraider. L'exemple classique que connaissent toutes les grand-mères,
c'est celui de l'oignon et de la carotte. La mouche de la carotte déteste l'odeur de l'oignon, et inversement, la mouche de l'oignon fuit celle de la carotte. Plantez-les en rang alterné sur la même parcelle, et vous pourrez dire adieu aux légumes véreux sans utiliser le moindre produit chimique. Une autre alliance formidable, le basilic et les tomates. Le basilic est connu pour rehausser le goût des tomates, tout en repoussant certains nuisibles. Les concombres apprécieront également la proximité du maïs ou des tournesols. Leurs tiges hautes serviront de brise-vent et créeront un microclimat qui maintiendra l'humidité essentielle. Quant aux œillets d'Inde, ce sont de véritables sentinelles du potager. Plantez-en absolument partout. Leurs racines libèrent des substances qui éliminent les nématodes dans le sol, tandis que l'odeur de leurs fleurs est un excellent répulsif contre les pucerons. Mettez à profit ces synergies naturelles pour créer un écosystème sain et productif dans votre potager. Attention, il y a aussi des rivalités. Certaines plantes sont de véritables antagonistes. On ne peut absolument pas les planter côte à côte, sinon vous pouvez dire adieu à votre récolte. Le principal coupable, c'est le fenouil. Il inhibe la croissance de presque tous ses voisins, alors réservez-lui un coin bien isolé, loin de toutes les autres cultures. Ne plantez jamais de pommes de terre et de tomates côte à côte. Elles sont de la même famille et partagent, malheureusement, les mêmes maladies. Si le mildiou attaque les pommes de terre, il se propagera aux tomates et les brûlera en l'espace de quelques jours. L'oignon et l'ail font de très mauvais voisins pour les pois et les haricots. Ils ralentissent fortement la croissance de ces légumineuses. Les concombres, quant à eux, n'apprécient pas du tout le voisinage des herbes aromatiques, notamment la sauge. Évitez également de planter courges, courgettes et melons les uns à côté des autres si vous comptez récupérer vos graines. Ils vont s'hybrider, et l'année suivante, vous obtiendrez un hybride bizarre et inutilisable. Vérifiez systématiquement les compatibilités dans les tableaux d'association avant de dessiner le plan de votre potager. Cela vous évitera de subir des échecs inexpliqués. Entrons dans le vif du sujet. Le premier groupe, ce sont les solanacées, tomates, poivrons et aubergines. Ce sont des plantes méridionales qui adorent la chaleur et le soleil. Sous nos latitudes, il est fortement recommandé de les cultiver en partant de jeunes plants ou de semis. Pour elles, choisissez l'emplacement le plus exposé au soleil, bien abrité des vents froids. Le sol, lui, doit être léger, riche et bien drainé. Plantez les tomates plus profondément, car elles émettront des racines supplémentaires le long de la tige. Attention, les poivrons et les aubergines, par contre, ne doivent absolument pas être enterrés au-delà du collet. Point crucial, le tutorage. Prévoyez des tuteurs ou un palissage dès la plantation. En effet, les feuilles, qui touchent le sol, sont une porte ouverte aux maladies. Et surtout, n'oubliez pas les bourgeonnages pour les tomates. Retirez ces gourmands inutiles pour que la plante concentre toute son énergie sur la production de fruits, au lieu de produire uniquement du feuillage. Le paillage sous les solanacées, que ce soit avec de la paille ou de l'herbe tondue, est indispensable. C'est le meilleur moyen de conserver l'humidité et de protéger vos plants contre le mildiou. Le groupe numéro 2, les cucurbitacées. Concombres, courgettes, citrouilles et pâtissons. Ces plantes sont de vrais buveurs et de grosses mangeuses. Le meilleur endroit pour les courgettes et les citrouilles, c'est le tas de compost de l'an dernier. Elles adorent la matière organique semi-décomposée. Si ce n'est pas possible, préparez-leur des poches de chaleur. Creusez un trou, mettez au fond de l'ortie, de l'herbe, un peu de fumier, recouvrez de terre et plantez. Les racines seront ainsi au chaud et bien nourries. Les concombres, eux, sont plus capricieux. Ils exigent une humidité ambiante élevée. Quand il fait chaud, leurs feuilles flétrissent rapidement. Arrosez-les uniquement avec de l'eau tiède et seulement au pied.
en veillant à ne pas mouiller le feuillage pour éviter l'oïdium. Et un conseil, ne laissez pas vos courgettes devenir trop grosses. Les jeunes fruits sont plus savoureux, et plus vous les cueillez, plus le pied produira de nouvelles fleurs et de nouveaux fruits. Groupe numéro 3, les légumes racines. Carottes, betteraves, radis, daikon. La règle d'or ici, pas de matière organique fraîche, surtout pas de fumier. Si vous ajoutez du fumier frais sous vos carottes, elles pousseront tordues, fourchues et n'auront aucun goût. Plantez-les plutôt dans une parcelle où les amendements ont été effectués l'année dernière. Le sol doit être très léger et ameubli, sans motte ni cailloux. Sinon, la racine rencontrera un obstacle et se déformera. La carotte et la betterave sont gourmandes en potassium, c'est pourquoi la cendre de bois est le meilleur engrais pour elles. Il est préférable de semer la carotte clairsemée pour ne pas avoir à s'embêter avec l'éclaircissage plus tard. Petite astuce, mélangez les graines avec du sable fin ou du marc de café usagé. Le semis sera beaucoup plus uniforme. Le radis est une culture de jour court. On le sème très tôt, dès avril, puis en fin d'été. S'il est planté pendant la chaleur de juin, il monte en graines et devient dur et fibreux. Passons au groupe numéro 4, les choux. On y trouve le chou paumé, le chou-fleur, le brocoli et le chou rave. Le chou est une plante très exigeante. Il est gourmand en eau et en nutriments. Il a besoin d'une terre lourde, fertile et qui retient bien l'humidité. Sur du sable, le chou ne donnera rien. Le principal défi, ce sont les ravageurs. L'altise des crucifères peut décimer les jeunes plants en une seule journée. Les limaces adorent ces feuilles juteuses. Quant aux papillons, la pierride du chou, ils viennent y pondre leurs œufs. Mon conseil, dès que vous avez repiqué les plants, recouvrez immédiatement le rang d'un voile non tissé fin, type P17, tendu sur des arceaux. Ce voile laisse passer la lumière et l'eau, mais empêche les parasites d'accéder aux feuilles. C'est la méthode de protection la plus écologique. Et surtout, n'oubliez jamais l'arrosage. Le chou est très gourmand en eau, particulièrement au moment de la formation de la pomme. S'il manque d'eau, les têtes se fendront dès la première pluie. Le groupe numéro 5, l'oignon et l'ail. Ça paraît simple, non? Détrompez-vous, il y a quelques subtilités. Pour l'oignon de conservation, il n'aime pas l'excès d'humidité en fin de saison. Sinon, il se conservera très mal. C'est pourquoi on le plante sur des buttes ou des planches surélevées, là où l'eau ne stagne pas. Quant à l'ail, on le plante habituellement avant l'hiver. C'est l'ail d'automne. Il faut enterrer les cailleux à une profondeur équivalente à 3 fois leur hauteur. Si vous les plantez trop superficiellement, ils risquent de geler. Trop profondément, ils mettront du temps à émerger. L'oignon, comme l'ail, apprécie énormément le binage. Les racines ont absolument besoin d'air. Si le feuillage commence à jaunir prématurément, il peut s'agir de la mouche de l'oignon. Dans ce cas, arrosez-les avec une solution saline ou d'ammoniac. Mais faites très attention au dosage et à la concentration. Et surtout, n'oubliez pas l'étape du séchage. Après la récolte, laissez les oignons au soleil et au vent pendant environ 2 semaines, jusqu'à ce que le col soit complètement sec. Groupe numéro 6, les herbes et les aromates. On y trouve l'aneth, le persil, les laitues, les épinards, la roquette et la coriandre. C'est la garantie d'un apport constant en vitamines. L'erreur classique est de semer un rang entier de laitue en une seule fois. Vous n'aurez pas le temps de tout consommer, elles vont monter en graines et devenir amères. Semez plutôt en petite quantité, toutes les 2 semaines. Dès qu'un rang est récolté, semez-en un autre. Ainsi, vous aurez toujours de la verdure fraîche et tendre. Les laitues et les épinards résistent bien au froid, ce sont donc les premières que l'on sème. Attention, par temps chaud, beaucoup de laitues ont tendance à devenir amères.
Durant l'été, installez-les à l'ombre ou choisissez des variétés résistantes à la montaison. Le persil, lui, est très lent à germer, parfois jusqu'à 3 semaines. Ne vous inquiétez pas. Pour accélérer ce processus, rincez les graines à l'eau chaude afin d'éliminer les huiles essentielles. Enfin, prévoyez un coin pour les plantes vivaces. Menthe, mélisse, estragon, rhubarbe. Vous les plantez une seule fois et vous en profiterez pendant de nombreuses années. On arrive au groupe numéro 7. Les légumineuses, les pois, les haricots et les fèves. Je l'ai déjà dit, elles sont excellentes pour la santé de votre sol, mais en plus, c'est délicieux. Les enfants raffolent des petits pois. Plantez-les le long d'une clôture ou d'un grillage. Ils vont s'y accrocher tout seuls, grâce à leurs vrilles, et grimper, ce qui vous fera gagner de la place. Les haricots, ou haricots à rames, existent en variété naine, donc buissonnante, et en variété grimpante. Les nains produisent d'ici plus rapidement, mais les grimpants offrent des récoltes plus abondantes et sur une plus longue période. Quant aux fèves, elles font d'excellents brise-vents. On peut les planter en bordure d'un champ de pommes de terre. Elles éloignent les taupes et protègent la culture du vent. Les légumineuses n'ont pas besoin d'être fortement fertilisées, car elles fixent elles-mêmes l'azote dont elles ont besoin. L'essentiel, c'est de bien les arroser pendant la floraison, pour garantir des gousses bien charnues. Et surtout, récolter à temps. Si vous laissez les pois mûrir trop longtemps sur le pied, la plante va considérer que son cycle est terminé et elle cessera de produire de nouvelles fleurs. N'oubliez pas le jardinage vertical. Si vous avez un petit terrain, la solution est de prendre de la hauteur. Les concombres sur treillis, par exemple, occupent 3 fois moins d'espace qu'en pleine terre. C'est le même principe pour les haricots grimpants et même pour les variétés de courges et de melons à petits fruits. Attention, pour les courges, il faut prévoir un support très solide. Il est également préférable de placer les fruits dans des filets et de les soutenir fermement pour éviter qu'ils ne s'arrachent sous leur propre poids. Vous pouvez réaliser des jardinières verticales avec des tuyaux, des palettes ou en utilisant des sacs de culture ou des poches spéciales fixées au mur. La fraise, les herbes aromatiques et les fleurs s'y développent à merveille. Non seulement cela permet d'économiser de l'espace, mais cela embellit et structure votre extérieur, servant même de séparation visuelle. De plus, l'entretien de ces plantations est beaucoup plus confortable. Plus besoin de se pencher ou de se casser le dos à chaque fois que vous jardinez. Abordons la question de l'arrosage. Votre plan de culture doit impérativement tenir compte de l'accès à l'eau. Les concombres et les choux sont très gourmands. Installez-les donc près du récupérateur d'eau ou d'un robinet. En revanche, les tomates et les légumes racines peuvent être arrosés moins souvent. Si vous ne venez au jardin que le week-end, l'utilisation du paillage est indispensable. Une couche de paille, de tonte de gazon ou d'écorce de 5 à 10 cm fait des miracles. Elle empêche l'humidité de s'évaporer, garde la terre meuble et contrôle la pousse des mauvaises herbes. De plus, le paillage attire les vers de terre, qui se chargent d'aérer la terre à votre place. L'arrosage au goutte à goutte, c'est le nec plus ultra. Installez les tuyaux une fois au printemps et vous économiserez énormément de temps et d'eau durant tout l'été. L'eau arrive directement aux racines et vos allées restent parfaitement sèches. Les engrais verts sont vos meilleurs alliés au jardin. Ne laissez jamais la terre à nu. Vous venez de récolter les radis primeurs? Semez de la moutarde. Avez-vous arraché l'ail en juillet? Semez de la facélie ou de l'avoine. Un sol laissé à nu se dégrade, s'érode et se retrouve rapidement envahi par les mauvaises herbes. Les engrais verts développent rapidement une masse végétale, couvrent le sol efficacement et leurs racines travaillent à aérer sa structure. À l'automne ou au printemps, il vous suffira de les faucher et de les laisser se décomposer directement sur place. C'est le meilleur engrais organique et il ne coûte presque rien. La moutarde, par exemple,
assainit le sol contre le mildiou et le ver fil de fer. La facélie aide à désacidifier la terre. Quant aux engrais verts légumineux, comme la vesse ou le lupin, ils enrichissent considérablement le sol en azote. Intégrez le semis d'engrais verts dans votre routine de jardinage. C'est un point essentiel à respecter après chaque récolte de culture principale. Votre calendrier de culture, c'est la clé de votre organisation et de votre gestion du temps. Votre planning ne doit pas seulement définir les emplacements, il doit surtout inclure des dates précises. Divisez votre saison de jardinage en grandes étapes. Mars. C'est le moment de semer les poivrons et les tomates, généralement sous abri. Avril. On sème en serre le radis, les laitues, et on prépare les semis de choux. Mai. La pleine terre accueille les carottes, les oignons et les pommes de terre. Juin. C'est la plantation en extérieur des plants sensibles à la chaleur, une fois que tout risque de geler est définitivement écarté. Juillet. Pensez aux semis de récolte tardive. C'est le moment de refaire le stock de fines herbes, de daikon et de radis d'hiver. Août. Récoltez les oignons et l'ail et profitez-en pour semer des engrais verts. Septembre. L'heure de la récolte des autres légumes racines et des pommes de terre. Octobre. Mettez en terre l'ail d'hiver ou d'automne et préparez vos parcelles pour l'hivernage. Quand vous disposez d'un planning aussi clair, vous n'avez plus à paniquer à l'idée d'avoir oublié quelque chose. Il vous suffit de consulter votre calendrier et de passer à l'action. J'ai un autre conseil crucial. Tenez un journal de bord de votre potager. Notre mémoire nous fait défaut. Vous allez oublier quelle variété de tomates était délicieuse et laquelle a fini par craquer. Vous ne vous souviendrez plus exactement de l'emplacement de vos choux il y a 2 ans. Prenez un cahier ou ouvrez une note sur votre téléphone. Notez ce que vous avez planté, où et quand. Faites des schémas. Indiquez la météo. Documentez quels ravageurs sont apparus et comment vous les avez traités. Notez le rendement. Ces archives sont inestimables. Cet hiver, lorsque vous planifierez la nouvelle saison, ces notes vous aideront à tirer les leçons de vos erreurs et à éviter de refaire les mêmes bêtises. C'est ce que j'appelle une approche professionnelle. Et pour finir, parlons d'esthétique. Votre potager ne devrait pas être ce champ de bataille morose uniquement dédié à la récolte. Il peut être beau. Le potager à la française, c'est justement cela, des planches de culture joliment dessinées, bien encadrées de bordures, où les légumes se mêlent aux fleurs. Plantez des soucis et des capucines entre vos rangs de choux. C'est à la fois magnifique et bénéfique. Aménagez des arches pour les haricots grimpants au-dessus des allées. Utilisez des blettes aux cardes multicolores. Un beau potager est une source de motivation. Vous aurez envie d'y revenir, non comme une corvée, mais comme dans un véritable lieu de détente. Intégrez à votre plan des éléments de design soignés. Installez un banc où vous pourrez simplement vous asseoir pour contempler et apprécier le fruit de vos efforts. Voilà, vous avez désormais tout l'arsenal de connaissances nécessaires pour concevoir le plan parfait. Nous avons couvert tous les aspects, de l'analyse de l'ensoleillement au choix des meilleurs compagnons de culture pour vos parcelles. N'oubliez jamais que ce plan n'est pas un dogme rigide, mais un schéma évolutif que vous pouvez et devez adapter à votre propre jardin. Le véritable secret de la réussite ne réside pas dans l'application aveugle des règles, mais dans l'observation attentive de vos plans et la compréhension de leur langage. N'ayez pas peur d'expérimenter. Le jardinage est un acte de pure créativité en harmonie avec la nature. Cette année, engagez-vous à appliquer au moins une partie de ces conseils. Dessinez un plan, respectez la rotation des cultures, associez la carotte et l'oignon. Je vous le garantis, vous verrez la différence. Vos récoltes seront plus abondantes et vous serez moins fatigué. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Maintenant, dites-moi dans les commentaires,
Quelle est la culture la plus capricieuse dans votre jardin? Quelle est la plante qui vous donne le plus de fil à retordre? Discutons-en et trouvons une solution ensemble. Je vous souhaite de belles et riches récoltes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.